Ora et labora, prie et travaille. Voilà la maxime des moines cisterciens en accord avec la règle de saint Benoît. Mais à l'abbaye de Molesme, pourtant assise sur ses richesses, il manque toujours son trésor le plus précieux, Robert. Il est appelé à reprendre ses fonctions au plus vite et on prévoit même une clause au cas où il déciderait d'abandonner ses fonctions, sa réputation de baroudeur le précédant. Elle ne sera pas invoquée, puisqu'il mourra paisiblement à Molesme, satisfait et rompu d'avoir rempli sa mission divine en donnant l'impulsion au mouvement cistercien. Apparemment, en bon entêté ambitieux qu'il était, ce dernier était plutôt satisfait de retourner à Molesme, et son départ fut vécu comme une trahison par les cisterciens qui mettront près de 100 ans à s'en remettre, abandonnés dans leur caillasse aride par celui qui les avait convaincus de suivre le Christ et combattre Cluny dans le dépouillement de soi. On peut y voir un retour de justice pour les cisterciens qui, confiants d'être des modèles de vertu, sont décrits par certains comme des bénédictins qui ont mal tourné, en abandonnant leurs frères clunisiens. Pire, en les calomniant furieusement, en les accusant de vanité, ils sont eux-mêmes tombés dans un grave péché capital, l'orgueil. Mais tout compte fait, Robert avait au moins 70 ans, ce qui rend son départ brutal plus sympathique compte tenu des dures conditions de vie sur le lieu de construction, où il devait tout de même diriger de jeunes et fervents gaillards désireux de toujours plus se dépasser. Le prieur Albéric est nommé comme suppléant de Robert à la nouvelle abbaye de Cîteaux, et il prend une décision majeure qui déterminera la future construction des abbayes cisterciennes. Il déplace les fondations un peu plus loin que celles prévues initialement, toujours en terre inhospitalière, mais proche d'un cours d'eau. Des études suggèrent d'ailleurs que seuls les cisterciens, parmi les ordres monastiques médiévaux, construisaient leurs églises en harmonie avec les forces de la terre, selon un vieil enseignement druidique qui se rattache au pouvoir que l'on attribuait aux sources et aux cours d'eau souterrains, dont on disait qu'ils coulaient de la terre-mère ou de la déesse-mère. Une autre contribution durable, c'est qu'il va délaisser l'habit noir bénédictin pour faire porter à son petit troupeau un vêtement de laine brute. La règle de saint Benoît exige de porter le vêtement le plus vil possible, et puisque les cisterciens rejettent la richesse, ils ne peuvent pas porter un habit déjà tissé et teinté en noir. On surnomme les cisterciens les moines blancs, par opposition avec les bénédictins. En janvier 1109, la mort du prieur Albéric laisse place à la nomination d'Étienne Harding en tant qu'abbé. C'est à son génie qu'on doit la survivance de l'ordre cistercien. Il va faire de la petite et simple abbaye de Cîteaux la mère de tous les ordres religieux en parvenant à ne pas retomber dans les vices reprochés à Cluny. En effet, la fondation de cette petite abbaye est l'un des événements majeurs de l'histoire monastique, dont va naître une longue rivalité avec l'abbaye de Cluny, qui régnait alors en maîtresse au plein pouvoir. La force de l'abbaye de Cîteaux repose dans un programme clairement défini, qui dans sa simplicité va rivaliser avec les empereurs, les princes et le pape pouvoir. Cîteaux administre ses abbayes-filles et donne naissance à un véritable arbre généalogique, organisant des réunions familiales annuelles avec les abbés qui viennent au chapitre de Cîteaux. L'abbé de la maison mère peut rappeler à l'ordre un abbé d'une maison fille, et ce dernier doit rendre des comptes, là où Cluny avait toujours un peu négligé la droiture chez ses abbayes-filles, tant qu'elles apportaient moult richesses. Ce système d'ordonnance est évidemment inspiré du système féodal. Étienne consacre la plupart de son temps à défendre la réforme cistercienne des Clunisiens comme le chef des maisons claniques, réagissant face aux maisons de Cluny. Au point qu'à la moitié du XIIe siècle, l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, finira par inclure certains éléments de cette réforme dans la vie clunisienne, vantant les valeurs cisterciennes, tout en omettant volontairement l'humilité. Pour conclure sur cette brève histoire des premiers ordres monastiques, et enchaîner sur la partie artistique, je reviens justement sur cette notion d'administration féodale à laquelle peut s'apparenter l'ordre cistercien. Un autre trait distinctif des cisterciens, implanté par Étienne Harding, c'est que les granges sont à présent situées à une journée de marche de l'abbaye. Mais comme dormir en dehors de l'abbaye est en dehors de la règle de saint Benoît, les cisterciens officialisent une pratique rencontrée chez les bénédictins, la présence d'une sous-catégorie de moines, les frères converses, généralement des laïcs de plus basse extraction, qui réalisent les travaux agricoles.
Ainsi, même dans le motto des cisterciens ora et labora, le travail est hiérarchisé. Le travail des moines de chœur, c'est-à-dire de conditions supérieures, fait surtout référence aux travaux manuels, d'entretien et parfois un petit artisanat en marge du monastère, comme la récolte du miel. Les moines de chœur et les frères convers ne vivent pas au même rythme et ne logent pas dans les mêmes bâtiments. Ouvrez les guillemets. Comme toutes les structures de l'Europe féodale, les moines étaient enracinés dans la terre et cet enracinement permettait aux moines d'accomplir leur mission de prière pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui combattaient et ceux qui travaillaient. Oratores, bellatores, laboratores forment ainsi la société des trois ordres, c'est-à-dire ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. On ne doit pas perdre de vue que dans le contexte du Moyen-Âge, la terre représente une valeur sociétale énorme. Sa possession, réservée à une petite minorité de privilégiés, confère le pouvoir et aussi le profit. Cette structure de la société extérieure, qui trouve écho dans le monastère, permet de comprendre l'art qui orne les abbayes bénédictines et cisterciennes. Pour décrire l'architecture et les objets conçus à cette époque, on parle d'art roman, dont les historiens situent l'apparition à l'abbaye de Cluny au début du XIe siècle et le déclin à partir de 1144, quand l'abbé Sugère s'attaque à la reconstruction de l'abbatiale de Saint-Denis. En réalité, l'art roman ne s'arrête pas subitement, et il est même à son apogée quand l'art gothique apparaît, mais il va alors être relégué au second plan avant d'adopter les codes de l'art gothique. Mais je comparerai volontiers les différences entre art roman et gothique dans une autre vidéo, car vous l'aurez compris, l'art gothique concerne peu l'ordre cistercien, qui restera surtout marqué par l'art roman. En fait, l'art des abbayes apparaît dans une nécessité pratique. On s'empare de vestiges païens antiques pour construire les abbayes, ce qui va donner le ton. L'art va mélanger à la fois un art classique antique, structuré et raisonnable, à un art barbare, tous deux déjà en place dans les vestiges de pierre remployés. Les colonnes deviennent ainsi légion dans les abbayes, mais sur leurs chapiteaux se déploient les figures fantastiques de l'orfèvrerie barbare, des bêtes dangereuses et un peu folles qui se transforment en lianes. Les moines bénédictins sont presque tous fils et frères de guerriers. Ils ont grandi dans les cours de fiefs où résonnaient les armes. D'ailleurs, leur vocabulaire quotidien inclut des termes de l'armée romaine. Le dortoir est conçu comme une chambrée, le cloître comme une salle de garde, et les chants sont plus proches de chants de guerre que les mélodieux chants grégoriens que l'on a réinterprétés tardivement. Leur art est issu d'un imaginaire militaire. Les figures animales et humaines surgissent de toutes parts, tourmentées par les végétaux, combatives, ou bien au contraire, très statiques. Pas vraiment de scènes du quotidien ou de repos. Légitimement, les moines s'adoubent chevaliers de Dieu, ils travaillent et prient à l'unisson comme une armée. Tandis que les croisés vont physiquement au combat, les moines bataillent spirituellement contre les forces du mal. Et dans le cas des cisterciens, leurs abbayes se trouvent dans des terres reculées, entourées de ronces, des lieux à conquérir et mériter.
Les rites impliquent des processions lentes, groupées et synchronisées dans le chant codifié de l'église. Voilà pourquoi les abbayes ressemblent à des citadelles imprenables avec des murs épais et de rares fenêtres. Et comme toute armée a son seigneur, cette cité doit être parée des plus beaux trésors à la gloire de son maître. Pour chasser le paganisme et les idoles, on trouve un sens catholique à appliquer à ces images hybrides, témoignant pourtant d'un héritage romain et barbare. Mais certaines croyances persistent et on ne revient pas encore sur l'idée que les morts ont besoin des vivants. Alors le tiers de la noblesse abreuve le monastère de richesses pour assurer son passage vers l'au-delà. L'or et les pierres précieuses étincelantes viennent apporter la lumière dans l'obscurité de ces murailles pour chasser le mal qui se tapit dans l'ombre. C'est comme si du ventre de ces forteresses, cachées à la vue de tous, l'évolution artistique gargouillait, démultipliait les expérimentations, fabriquant des bêtes puis des effigies. Mais comme elle terrifie les fidèles qui croient y voir des idoles païennes, on revient à la végétation, on prie et puis on retente d'introduire des figures d'or ou de pierre, avant de vomir enfin au monde extérieur le résultat de plusieurs années de recherche. Paf! Vers 1100, un changement majeur se produit. Que voilà, les murailles nues et épurées des abbayes s'ornent de sculptures sur les façades, comme des arcs de triomphe antiques. Un vrai triomphe sur la peur des idoles païennes, enfin chassée, et l'apparence extérieure des lieux de culte est pour toujours transformée. Au début du XIe siècle, la croissance économique est telle que l'on s'inquiète de toutes ces richesses. Le développement des villes accroît la pauvreté et la rend surtout plus visible. Les hôpitaux apparaissent et remettent en cause l'intérêt de la prière. L'homme ne se satisfait plus des explications habituelles pour garantir le salut de l'âme. L'hérésie surgit, elle stimule les débats et l'envie de revenir à la vie selon Jésus. Le XIe siècle est aussi un siècle d'importants pèlerinages, puisque 1033 marque le millénaire de la mort de Jésus et 1095 celui de la première croisade, la ferveur amplifiée par des accès barrés à Jérusalem. Les pèlerins qui reviennent de Terre Sainte voient bien que la démarche décorative ne suffit plus. Il faut de l'action, ce qui remet aussi en question l'architecture et l'art produits par les ordres religieux. Face à la ville, les moines vont décider de reculer d'autant plus. Les ordres vont chercher pour la plupart à se dépouiller de leurs richesses. Par exemple, la célèbre abbaye de la Grande Chartreuse, fondée en 1084, ne produira pas d'art. L'objectif des moines est de racheter les péchés de ceux qui en ville y sont forcément soumis. Ils prient à distance pour rappeler qu'une vie de perfection peut exister dans ce monde. Et rappelez-vous, c'est à ce moment, en 1098, que Robert de Molesme décide d'abandonner son abbaye clunisienne pour fonder l'abbaye de Cîteaux, d'où naîtra le mouvement cistercien. Les abbayes cisterciennes héritent donc logiquement de l'art roman développé par les abbayes bénédictines, comme l'abbaye de Cluny, mais il va épurer et dépouiller ce modèle artistique et architectural. Il en garde les grands volumes épais, infranchissables, et pour apporter la lumière sans s'avilir de clinquant, les abbayes cisterciennes conservent des murs clairs et propres. Pas ou peu d'objets, une statue à la rigueur. Quand l'art gothique apparaît à l'abbatiale de Saint-Denis en 1144, soit 40 ans après la création de l'abbaye mère cistercienne, les nouvelles abbayes cisterciennes vont suivre le mouvement architectural gothique, mais en réaction, elles vont aussi le redéfinir avec leur propre code. Par exemple, l'une des révolutions de l'art gothique, c'est l'ouverture de grandes fenêtres ornées de vitraux colorés. Alors les cisterciens vont ouvrir des fenêtres vitrées, mais décrètent que les vitraux ne doivent comporter aucune couleur ou ornement. Les sculptures ne représenteront que des végétaux et ne comporteront pas de figures animales ou humaines. Les murs ne sont pas peints et les couleurs sont réservées uniquement à l'enluminure des livres, en tâchant de rester le plus simple possible et se limiter à l'essentiel pour la compréhension des textes illustrés. Exit donc les lapins facétieux et autres souffleurs de trompettes par les fesses. Et l'ordre cistercien, et c'est encore une de ses forces, saura rester rigoureux à ce sujet, si bien qu'en 1210, l'abbé de Beauclerc se voit reprocher d'avoir laissé ses moines perdre leur temps à réaliser un sol carrelé, trahissant un degré non convenable d'insouciance et d'intérêt curieux. Il y a encore tant de symboliques passionnantes que j'aurais aimé détailler au sujet du cloître, qui représente notamment un paradis terrestre miniature avec toutes sortes de codes. Mais comme je bats actuellement mon record de longueur, gardons-en pour de prochaines vidéos sur l'art médiéval et retournons au vlog. J'y suis retournée chaque nuit après les vigiles, dans ce cloître à la belle étoile, adossé contre la pierre tiède, bercé par le canon d'un chœur de cigales avec un grillon soliste, envoûté par le glouglou de la fontaine et le parfum humide des fleurs. Petit poussé rêveur, j'ai grogné dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ourse. Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou.
Et je les écoutais, assises au bord des routes, ces bons soirs d'août où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Les jours filent tranquillement. Je passe mes journées à peindre, écrire, respirer. Au final, je ne fais quasiment aucune randonnée. Elle s'annonce plus dure que prévu, avec cette chaleur de tous les diables et peu d'accès dans la montagne. De plus, toute la pression accumulée depuis je ne sais combien de jours, de mois et d'années, retombe et tout mon corps me dit « Arrête-toi !» Je suis juste bien là, à phaser sur la beauté des pierres, enfermée entre 4 murs. Ma tête est libre. J'avais prévu de quitter l'abbaye quelques heures tout de même pour visiter le magnifique village de Gordes, et je dois aussi en profiter pour appeler le directeur du musée des carrières d'ocre de Roussillon, avec qui on a programmé une journée de visite. Alors que je m'apprête à quitter la route pour prendre le sentier escarpé, un des hôtes me dépasse en voiture en me faisant un grand signe de la main. J'avoue, je suis pas janséniste non plus, donc si je peux éviter d'arriver en nage avec une insolation au village, ce serait pas plus mal. Je tape un sprint derrière sa bagnole et il m'aperçoit juste avant de prendre le virage. Je trace les 300 mètres qui nous séparent. Allez, monte! Roublard, roulé au bec, il jette sa glacière sur la banquette arrière pour me laisser la place et mouline rapidement de la main gauche pour ouvrir sa fenêtre. Il tourne la tête et expire un grand coup. Ça te gêne pas? J'avoue, j'en avais trop besoin. Je vais faire un tour au tabac, je suis à court. Je suis tombée sur un compteur né. Et une interaction bienvenue pour me réhabituer un peu au monde, car 20 minutes plus tard, il me dépose en plein milieu de la foule de touristes sur la petite place de Gordes. Encore une fois, le boulot me rattrape, dans cette magnifique église baroque où je remarque le passage discret de consoeurs. On se reconnaît avec un autre hôte en vadrouille, en veillant soigneusement à ne pas se croiser pour pas avoir à se parler, et après à peine 2 heures, je décide de redescendre, l'appel du refuge, plus fort que tout. Je saute comme un cabri dans la caillasse pour regagner au plus vite mes pénates. Voilà Mérinos, il vient de Marathon. Finalement, j'ai recroisé mon chauffeur du jour toute la semaine. C'est un ancien infirmier en psy. On échange tous les jours, comme des familiers. Peut-être finalement que l'isolement c'est bien, seulement quand on n'a pas trouvé la personne avec qui parler. Ce qu'on s'est dit restera entre nous. Mais je peux partager quelques petites anecdotes. C'est un habitué des abbayes, notamment de la fameuse abbaye de Cîteaux, en Bourgogne, et apparemment, à Cîteaux, on a du fromage produit par les moines tous les jours au repas. Et ça discute bien jusqu'à 22h le soir en partageant une bouteille. L'abbé se joint même à la compagnie pour refaire le monde sous les étoiles. Je remarque que la dynamique de groupe change un peu chaque jour, selon les arrivées et les départs. Il y a des jours sans interaction, et puis de nulle part, le charme irlandais, un avocat qui me cite Oscar Wilde, tandis que j'entonne les paroles d'un de nos groupes de folk celtique favoris. Et une étudiante, un globe-trotter, une joueuse de mandoline dont l'identité n'a jamais été découverte, ce vagabond qui erre d'abbaye en abbaye à vélo pour faire de menus travaux et qui parle à tue-tête sans que les frères ne le reprennent sur la règle du silence, des petites dames qui me donnent un mantra qui ne pouvait pas tomber plus à propos. J'ai l'impression de rencontrer 1000 personnes sans que cela ne crée aucun sentiment d'agoraphobie. En quête de réponse, j'ai demandé un entretien avec le frère hôtelier. Le nom de Sainte Elred sur la porte augure la maison d'un vieil ami. Après m'avoir observé en silence, il m'interroge dans sa grande barbe blanche. « C'est votre première retraite ? Tout va bien ? Vous vous reposez ?» Je lui confie que j'ai jamais autant ri et pleuré à la fois. Il me dit que je reformate le disque. Il a des réponses courtes et il s'en excuse. Je lui dis qu'au contraire, ça percute plus fort. Tiens d'ailleurs, comme dit Blaise Pascal, je vous écris une longue lettre, car je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. Et ici, le temps ne manque pas. Le dernier jour, je ne m'étais pas inscrite au déjeuner, ayant prévu de partir aux aurores encore une fois pour passer la journée en voyage. Et on est venu me chercher par la peau des fesses pour un festin dominical. C'était la fin de cette semaine, c'est-à-dire que les autres qui étaient restés 6 jours, comme moi, partaient. Il y a eu un petit moment de nostalgie tout de même, et chacun a veillé les uns sur les autres pour s'assurer que tous aient une voiture pour arriver à destination. Une fille me laisse sa place dans un covoiturage. Comme elle avait des problèmes pour rentrer en Allemagne, mon compagnon de Cîteaux lui a proposé de se joindre à lui pour 3 jours avec des amis où il devait séjourner,
avant qu'il la raccompagne jusqu'en Allemagne, car c'était aussi sur sa route. J'ai donc une place dans une voiture, et mon retour jusqu'à Avignon est beaucoup plus fluide qu'à l'arrivée, bien que mon covoitureur se mette à critiquer toutes les personnes une à une qu'il a croisées à l'abbaye, avant d'enchaîner sur l'historique de ses conquêtes Tinder pendant que j'essaye de m'évader en pensée par la fenêtre. Je suppose que le désenchantement fait partie de l'expérience. Après tout, il me rend service en me conduisant, et il semble avoir besoin de quelqu'un à qui parler. Retour sur Terre et à la civilisation, alors qu'il me dépose à Avignon. J'ai profité de mon retour en train depuis Avignon pour visiter la ville. Je crois que je n'y étais jamais allée. C'était l'occasion de voir le célébrissime Palais des Papes, où habitaient les pontifes qui dirigeaient la chrétienté en Occident au XIVe siècle. Je m'attendais à être un peu déçue, sachant que la surface est énorme et que l'intérieur est totalement vidé de son mobilier, mais en fait j'ai trouvé ça non seulement très impressionnant, mais en plus le parcours muséographique est très bien pensé, avec notamment une tablette immersive qui vous propose des vues reconstituées en 3D avec des explications. En temps normal, je trouve que ça ne fonctionne pas toujours, car les gens se cognent et ne regardent plus en face d'eux. Mais en l'occurrence, comme il y a beaucoup de place et que la plupart des murs sont vides, ça fonctionne très bien, et c'est même assez nécessaire. Le lieu est vraiment imprégné d'éléments d'architecture à l'italienne, souvent démesurés. On se serait parfois cru dans Game of Thrones, comme dans cette salle du trésor, avec un authentique coffre-fort, dans ces jardins idylliques surplombant la ville, ou encore sur les toits où l'on se croirait dans Assassin's Creed. Oui, je suis une historienne du dimanche. Il reste des pièces entières ornées de fresques absolument sublimes, très bien conservées, qu'on n'a pas le droit de photographier, hein. C'est un tips pour la conservation. Et c'était marrant de mettre mon grain de sel dans la conversation de visiteurs qui se demandaient pourquoi les gens à la fin du Moyen-Âge ne savaient pas dessiner les perspectives. À votre avis, j'aurais répondu quoi ? Il y avait aussi des pièces archéologiques exposées et j'ai beaucoup apprécié que l'accent soit mis partout, soit sur la technique artisanale, soit sur la conservation-restauration, ce qui est assez rare pour être souligné, pour ma plus grande joie. Enfin, dans la salle du banquet, les murs étaient réchauffés par des tapisseries géantes dans le cadre d'une collaboration avec la plasticienne Eva Jospin, et l'exposition temporaire se poursuivait dans l'église avec des sculptures du feu de Dieu. Une artiste avec la fibre textile et papier, mes grandes passions combinées, et en plus j'adore quand l'art contemporain se mêle intelligemment aux lieux historiques. Avignon était sublime, bien que pleine d'attrapes touristes, et hors de prix alors qu'on sortait juste du festival. Elle était quand même plutôt calme, mais j'ai eu du mal à l'apprécier, sans doute car j'émergeais de ma bulle médiévale. Heureusement, j'ai quand même pu retrouver des figures amicales afin de profiter des meilleurs coins d'ombre sous les platanes, avant de reprendre la direction de Paris. Dans cette vidéo, je vous ai déjà donné quelques raisons qui ont pu m'amener à visiter une abbaye, et surtout, vous avez peut-être ressenti l'apaisement que j'ai pu y trouver. Soyons clairs, je n'ai jamais eu la prétention ou l'ambition de vous convaincre de faire de même. Je pense que ce qui compte, c'est surtout d'être en accord avec ses valeurs, tout simplement. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir bien investi mon temps, en contribuant ainsi à faire vivre un lieu hors du temps, et Dieu sait si on en a besoin, de lieux comme ça qui valorise la fraternité, le contact humain, l'échange, le partage de ressources, l'entraide, et surtout qui ramène les choses à l'essentiel. Il y a bien sûr d'autres lieux qui recherchent et qui valorisent ces idéaux. C'est juste que là, en l'occurrence, j'étais attirée par un lieu qui en plus avait ce cadre historique. Ce qui est certain, c'est que je préfère largement un lieu qui me permet d'interpréter librement l'histoire et les pierres en faisant mes propres recherches plutôt que d'être assenée d'idées prémâchées à coups de hallebarde où je n'ai plus de place pour la réflexion et l'imagination. Si je dois retenir une chose, c'est que j'ai trouvé vraiment intéressant de vivre en communauté mais dans l'anonymat, celui-là même qu'on retrouve dans notre monde virtuel, à la différence que, et c'est essentiel,
Les personnes sont là physiquement à côté de vous, et surtout, vous êtes là dans l'anonymat, mais par choix. Je ne prétendrai pas que l'idéal des cisterciens soit une solution à tous nos problèmes. On l'a bien vu avec cette bribe d'histoire en suivant les aventures de notre brave Robert de Molem, toujours en quête d'un idéal jamais satisfait. Finalement, on court tous derrière un idéal, mais je pense que l'important, c'est d'essayer de refuser de courir après une vie qui ne nous convient pas. Essayer de faire du mieux qu'on peut tant qu'on est là, et puis quitter ce monde en sachant qu'on a essayé de l'améliorer avec les moyens dont on disposait. Tenez, le simple fait de savoir que mes frais de séjour vont permettre à quelqu'un de bien manger et de se reposer, pour moi ça n'a pas de prix. C'est un concept de vie fondamental, et on n'a pas besoin d'être croyant pour voir que ce genre d'initiative, c'est ce qui fait tenir le monde depuis plus de 1000 ans, comme avec les abbayes. Et c'est pas pour me vanter de faire une bonne action, on s'en fout complètement. Je pense qu'encore une fois, c'est l'action qui compte et pas le discours. Mais disons que voilà, je trouve que c'est une possibilité dont j'avais pas conscience, qui est aussi intéressante que servir au resto du cœur, faire des maraudes. Possibilité donc dont j'étais pas consciente, qui existe depuis le Moyen-Âge, donc c'est marrant pour la patte historique, si on peut ajouter du ludique à ce genre de sujet, et ça a l'avantage en plus de permettre à quelqu'un de précaire, un étudiant par exemple, de s'offrir des vacances à moindre frais, et quand même de contribuer en offrant quelque chose à quelqu'un de plus démuni. Je trouve que ça vaut le coup de partager ce point-là, qui est encore une fois une option comme une autre. Je le rappelle, ce séjour en abbaye, il n'y a pas eu de prosélytisme, donc c'est win-win, tant qu'on est en accord avec ses valeurs, encore une fois. Après, j'entends que ce soit pas forcément l'idée qu'on se fasse de vacances, et qu'on préfère les passer au bord de la plage avec des amis. Personnellement, avec le quotidien frénétique, le boulot, l'usage des réseaux sociaux, ma génération, qui, soit dit en passant, est la dernière génération à ne pas avoir connu, j'y pensais l'autre jour, dernière génération à ne pas avoir connu Internet, et la première à avoir fait d'Internet son business, et bien voilà, avec tout ce rythme, ce mode de vie, ce rapport aux autres, voilà, je trouve qu'on est vachement dans déshumanisé, c'est très... ce que je raconte, c'est déprimant au possible, mais voilà, en tout cas, moi, c'était l'idée que je me faisais du dépaysement, cette abbaye. Je pense que je réitérerai l'expérience, j'ai déjà quelques idées d'endroits où aller, toujours, je pense, associé à une technique artistique, parce que je ne peux pas m'en empêcher. J'avoue que j'aimerais vraiment, vraiment trouver un monastère avec un accès à des collections historiques pour copier des manuscrits, par exemple. Mais je pense que ça va pas être possible en France, peut-être en Belgique, République tchèque, tout simplement parce qu'en France, en fait, les fonds considérés trésor patrimonial national, généralement on rejoint, en fait, surtout après la Révolution française, on rejoint les collections départementales, les archives départementales ou les bibliothèques territoriales. Cependant, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis ça n'a pas besoin d'être dans un lieu spécialement religieux, d'ailleurs. Pour ce que j'en ai tiré quelques mois plus tard, eh bien honnêtement, une forme de détachement de plus en plus important. Ne m'en voulez pas, j'ai de moins en moins envie de faire des vidéos hyper chiadées, de publier régulièrement, déjà c'est pas mon métier, et je fais plus confiance à ce que je peux apporter en termes de contenu que de contenant, clairement. Et tout simplement, ça me manque, ce côté créatif, bricolé, imparfait, tout simplement humain sur internet. Franchement, on se met la barre trop haut, donc c'est très bien d'avoir des hauts standards, j'en ai dans plein d'autres registres de ma vie. Mais si on peut juste un petit peu souffler sur cet aspect-là de la vie, franchement, c'est un luxe non négligeable, et même je serais contente si ça peut inspirer certaines et certains à se rendre compte qu'en fait on peut tout à fait faire des choses sans avoir l'éclairage qu'il faut bien, le micro qu'il faut bien. Franchement, je me bats avec ça depuis des années, ça marche pas, c'est pas mon truc, je crois que j'ai pas envie en fait. Moi j'aime beaucoup partager des connaissances. J'aimerais bien que ça se fasse de façon un petit peu plus IRL, tout simplement. Mais voilà, plus prendre la tête là-dessus et redonner un petit peu justement... se redonner cette permission d'exister, tout simplement, je sais pas. Service après-vente, bonjour. Remettons-nous en question. Ayons un pas de recul. Ne faisons pas le jeu des médias immédiats. Prenons le temps. C'est-à-dire... C'est-à-dire, ne répondez pas tout de suite. Je ne vous cache pas qu'après ce séjour, en fait, le quotidien vous rappelle très vite au galop, même si vous essayez de ralentir. Une abbaye, ça reste une bulle hors du temps, depuis... Donc forcément, on est rattrapé par le rythme de la société, que tout un chacun s'impose, moi la première. Et puis quand c'est pas moi, mes collègues, mes supérieurs, des amis, des proches, etc.
C'est pour ça hein, qu'une abbaye, ça reste une bulle hors du temps, et aussi que les abbayes cisterciennes étaient vivement critiquées dès qu'elles connaissaient le succès. Il est difficile de maintenir cet idéal de simplicité, de fraternité, d'entraide face à la réalité du monde qui a du mal à ralentir, et je pense que c'est pour ça précisément que des lieux comme ça doivent continuer d'exister hein, pour nous rappeler à l'essentiel. Merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je pense que c'était essentiel, non pas de regarder la vidéo en entier ou tout court, hein, juste que ça fait sens, je pense, par rapport au déroulé du sujet, même si encore une fois, comme je le disais en introduction, tout le monde est libre d'abandonner la vidéo en cours de route et d'en faire ce que chacun veut. Et je conclus avec ce commentaire que j'ai lu sur la page d'une autrice que j'aime beaucoup, Audrey Wilhelmy, que je vous lis tel quel. Une force se profile telle une marée, avec nombre de femmes, et d'hommes aussi j'imagine, bien qu'on les entende moins, qui choisissent de décélérer, voire de ralentir complètement, jusqu'à devenir synchrones avec leur rythme intérieur. Ça me rejoint infiniment. Il faut juste dépasser le sentiment de FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Je pense qu'il est plus dangereux de manquer les événements intérieurs, les petits et grands bouleversements. Je sais pas pourquoi je regarde ma main, mais ceci dit ça marche, on va lire les lignes. La fonte des glaces qui nous habitent, et c'est là que tout se joue. Audrey a répondu à ce commentaire en disant « En ce qui concerne la question des hommes, hommes à remplacer par le nom de n'importe quelle personne que vous appréciez, je dois dire que pour ma part, mon grand modèle dans ce changement de rythme, c'est mon amoureux qui défend et aspire ce ralentissement, qui le met en place, depuis aussi loin que je le connaisse. Et je terminerai là-dessus, si je peux me permettre, idéaliser les personnes qui cultivent la lenteur, encourager les producteurs de contenu à ralentir, à moins produire. Attendez leur production patiemment. Si vous attendez des réponses ou des contenus avec une impatience très marquée, essayez de revoir le manque que vous essayez de combler. Il y a une telle offre aujourd'hui que si vous attendez, ou si vous avez un jugement même vis-à-vis de cette lenteur, eh bien peut-être demandez-vous pourquoi vous avez soit cette addiction à ce contenu précis, ou n'importe quel type de contenu, ensemble de contenus. Est-ce que vous cherchez à combler des vides dans une histoire, une historiographie? Est-ce que vous cherchez à mettre du sens là où il n'y en a plus justement, là où il y a des vides et des absences? Est-ce qu'elle vient combler quelque chose que vous avez peur de faire vous-même, en vous donnant l'espoir, en créant un modèle? C'est important, les modèles ça peut être très sain, mais en encourageant ça on peut aussi se faire beaucoup de mal je trouve. En se donnant l'impression que finalement on peut que vivre à travers quelqu'un d'autre, à travers cet écran qui on le sait hein, est un miroir déformant. Et je dis ça avec beaucoup de tendresse, puisqu'évidemment je suis la première à le faire. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui échappe à ce phénomène. Ah, et ma chachka dans tout ça? Bah, j'avoue que je me suis posé la question de si je devais en racheter une, ou bien si finalement c'était pas une leçon de vie, de déposer les armes, ou si carrément c'était pas que je devais peut-être passer de la chachka en bois à la chachka, la vraie chachka en acier. D'autant que j'ai manié les lames par le passé, mais que j'ai arrêté suite à une blessure. Donc j'ai beaucoup réfléchi et finalement j'ai réalisé que la réponse était toute trouvée. Au moins vous ne la combattrez pas. Laissez dire, écoutez. À la cour, tout le monde imite. Imitez. Mais vous, qu'en pensez-vous? Moi? Je pense, après tant de grands esprits qui se sont appliqués à comprendre leur mécanique céleste, donc divine, que les astres nous donnent un prodigieux exemple sur lequel régler nos sociétés. Asservis à des routes immuables, respectueux de la hiérarchie universelle qui maintient le faible dans l'orbite du fort sans jamais l'écraser, ils nous enseignent... La résignation? Non pas la résignation. La simple obéissance aux lois d'équilibre et de modestie sans lesquelles d'effroyables collisions se produiraient, entraînant d'effroyables malheurs.